d'ici la fin de cette décennie, c'est-à-dire pratiquement demain matin, si on regarde à l'échelle de l'histoire humaine, eh bien 63% de la population mondiale va se réveiller en subissant un stress hydrique. Ou même une vraie pénurie d'eau, quoi. Ouais, c'est le genre de statistique qui fait un peu froid dans le dos quand on y pense. Complètement. Et pendant ce temps-là, la démographie, elle continue sa course folle. De 1930 à 2030, la population de notre planète aura tout simplement quadruplé. C'est ça, on passe de 2 à 8 milliards d'individus. C'est une explosion. Et si on pousse le curseur un peu plus loin, genre jusqu'en 2050, la population du continent africain va doubler. Et la demande alimentaire mondiale, elle, va devoir encaisser un bond monumental de 50%. Ah oui, 50% de nourriture en plus à produire, c'est un défi logistique et écologique sans précédent. Exactement. Du coup, bienvenue dans notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. On va décortiquer ensemble une conférence assez fascinante donnée par Florence Hénard. Elle pose sur la table une tentative de réponse vraiment inattendue face à ce mur qui s'approche à toute vitesse. Ce qui est super intéressant dans son approche, c'est qu'elle propose de croiser la gestion de notre ressource naturelle la plus critique, donc l'eau, avec la technologie qui bouleverse complètement notre époque. L'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle. Et l'idée de notre analyse aujourd'hui, sans surcharger les personnes qui nous écoutent avec des détails trop techniques, c'est de comprendre comment ces deux mondes se rencontrent pour éviter une crise mondiale. Ces projections démographiques dont tu parlais, ça force vraiment à revoir une illusion tenace qu'on a tous, je crois. Tu sais, cette image de la fameuse planète bleue. Ouais, vu de l'espace, on a l'impression qu'il y a de l'eau partout, que c'est infini. C'est ça. Ça donne une fausse sensation d'abondance. Sauf qu'en réalité, l'eau douce qu'on peut vraiment exploiter, ça représente moins de 3% de toute l'eau terrestre. Attends, moins de 3%? Même pas. Et le pire, c'est que sur ces 3%, les 2 tiers sont inaccessibles. Ils sont littéralement piégés dans les glaciers et les calottes polaires. Ah ouais, d'accord. Donc le volume d'eau réellement disponible pour boire, pour se laver et surtout pour faire pousser notre nourriture, c'est une fraction microscopique en fait. Infinitésimale là. Et c'est là que l'objectif numéro 6 de l'ONU, tu sais, celui qui vise l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, prend tout son sens. Il se heurte directement à la mécanique du dérèglement climatique. Qui vient tout perturber. Exactement. Le changement climatique modifie non seulement la quantité globale d'eau, mais surtout sa répartition géographique et temporelle. Il pleut pas au bon endroit ni au bon moment. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre l'ampleur du défi, faut regarder où part cette eau. Et on va cibler le plus gros consommateur. Sans surprise, c'est l'agriculture mondiale qui prélève massivement dans ses réserves. C'est de très loin le premier secteur. Mais en lisant les documents de la conférence, il y a un détail qui m'a fait tiquer. Une sorte de paradoxe statistique assez dingue. Ah oui, la fameuse différence dans les pourcentages. Voilà. Au début, le texte dit que l'agriculture représente environ 70% des prélèvements mondiaux d'eau douce. Mais quelques pages plus loin, boum, on affirme que le secteur agricole utilise environ 85% de l'eau de la planète. L'écart est colossal. Comment on peut avoir 15% d'erreur à l'échelle planétaire sur un truc aussi vital ? Cette contradiction, en fait, elle révèle à quel point c'est difficile de mesurer ce qu'on appelle l'eau invisible. La différence entre 70 et 85%, elle vient souvent de la distinction entre un prélèvement d'un côté et une consommation réelle de l'autre. Ok, donc un prélèvement, c'est quoi exactement ? C'est quand tu pompes l'eau d'une rivière, tu l'utilises, puis tu en rejettes une partie, parfois chargée de produits chimiques d'ailleurs, dans le même bassin versant, ça retourne dans le système. D'accord. Et la consommation du coup ? La consommation en silo qui est définitivement perdue pour cet écosystème local, soit par évaporation, soit parce qu'elle a été absorbée par la plante, et à ça, il faut ajouter un gros point noir, le comptage des nappes phréatiques. Ah, les forages clandestins, c'est ça, hein ? Exactement. Partout dans le monde, des exploitations pompent l'eau souterraine avec des forages non déclarés, sans aucun compteur. Donc quand tu agrèges toutes ces données invisibles, on penche dangereusement vers les 85%. Ce qui prouve bien que, quel que soit le chiffre exact, la marge de manœuvre est vitale ici. Mais le problème, ce n'est pas seulement le volume qu'on prend, c'est aussi le moment où on le prend. La fameuse question de la temporalité. Oui. Prenons le cas de l'infance qui est détaillé dans la source. Sur le papier, on nous dit que seulement 7% des surfaces agricoles y sont irriguées. Ça fait environ 1,8 million d'hectares. Et globalement, cette irrigation ne représente que 2% de la totalité des prélèvements d'eau douce du pays.
Présenté comme ça a l'air presque négligeable, surtout si on compare, je sais pas, au refroidissement des centrales nucléaires ou à l'eau potable. Bah oui, on se dit que c'est rien, sauf que la statistique cache une réalité mécanique terrible sur le terrain. L'irrigation, elle se fait pas gentiment un petit peu tous les jours, toute l'année. Elle est ultra concentrée entre avril et septembre. Voilà. Le déséquilibre, il est purement saisonnier en fait. Les plantes, elles ont besoin de beaucoup d'eau pour grandir au moment exact où le soleil tape le plus, donc en été. Et en été, les nappes phréatiques ne se rechargent pas du tout et le débit naturel des rivières est au plus bas. C'est ça. Même s'il y a des précipitations estivales, l'eau est tout de suite absorbée par la végétation de surface, ou alors elle s'évapore avec la chaleur, tu vois, sans jamais atteindre les réserves profondes. Pour résumer avec une image, c'est comme avoir un compte en banque où tous tes revenus tombent en plein hiver, mais toutes tes factures gigantesques arrivent en plein mois d'août, et tu n'as aucun moyen de transférer l'argent d'une saison à l'autre sans construire des infrastructures démentielles. C'est une super analogie. C'est exactement ça. Et le changement climatique, elle vient geler ce compte en banque de manière insidieuse. Carrément. La source rapporte que la ressource en eau renouvelable, juste en France métropolitaine, a chuté de 14% entre la décennie 90 et les années récentes. 14%. Et on anticipe des baisses potentielles du débit des fleuves allant de 10 à 30% en été. C'est énorme. Surtout qu'il faut bien comprendre un truc sur cette diminution de 14%. Ça concerne la pluie qu'on appelle efficace. C'est-à-dire, Ça ne veut pas dire qu'il pleut 14% de moins au total. Ça veut dire qu'avec la hausse des températures, une part beaucoup plus importante de cette pluie s'évapore avant même de s'infiltrer ou de ruisseler utilement. ah, je vois. Et le phénomène est carrément aggravé par l'état physique de la Terre elle-même. Les 3/4 des surfaces mondiales sont dégradées par l'exploitation humaine. Waouh, les 3/4. Ouais, un sol en bonne santé, qui est plein de matière organique, ça agit comme une éponge. Ça retient l'eau, ça la filtre, ça la stocke. Mais un sol dégradé qui a été labouré à outrance ou tassé par des engins super lourds, Il devient dur comme de la pierre, en fait. exactement, il perd sa porosité, il devient presque imperméable. Du coup, quand il pleut très fort, au lieu de recharger les nappes, l'eau ruisselle en surface. Et là, c'est la double peine. Ça emporte la couche fertile et ça provoque des inondations. On perd l'eau et on perd la terre. C'est ça le double effet qui se coule. Donc on se retrouve dans un entonnoir infernal, quoi. Moins d'eau qui rentre, des sols qui peuvent plus la retenir, et une obligation absolue de produire plus de nourriture pour une population qui explose. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est ici qu'intervient l'intelligence artificielle. Ouais, et pas comme un gadget de science-fiction, hein, vraiment comme un gestionnaire de l'ultra-précision. La source liste 8 domaines d'intervention clés. Et le fil rouge, c'est d'arrêter de travailler en aveugle. Historiquement, on basait l'irrigation sur un calendrier ou au doigt mouillé, quoi. Genre, on arrose tout le champ le mardi parce que c'est mardi. C'est ça, hein. Alors qu'aujourd'hui, l'IA transforme littéralement la ferme en un réseau nerveux hypersensible. Ce passage de l'irrigation calendaire à l'agriculture de précision, ça change complètement la relation avec la plante. Au lieu d'irriguer une surface entière, on irrigue un besoin individuel. On fait du sur-mesure pour chaque tige de maïs, presque. C'est l'idée. Le système croise des données météo satellites en temps réel avec des capteurs de tension qu'on plante dans le sol à différentes profondeurs. Des capteurs de tension, ça mesure quoi au juste? Ça mesure l'effort que la racine doit fournir pour extraire l'eau de la terre. C'est hyper précis. Et on ajoute à ça des données sur le stade de développement de la culture. L'algorithme calcule l'évapotranspiration exacte et bam, il déclenche un goutte à goutte qui délivre juste ce qu'il faut pour compenser la perte du jour. Pas une goutte de plus. On évite le stress hydrique sans rien gaspiller en infiltration inutile dans le sol. C'est un niveau de calcul qu'un cerveau humain peut juste pas faire à l'échelle d'une ferme de plusieurs centaines d'hectares. Impossible. C'est littéralement un diététicien pour végétaux. Mais la conférence va plus loin que les capteurs. Il y a un passage sur les drones équipés de caméras multispectrales qui survolent les cultures. Ah, ça c'est fascinant. Le mécanisme de ces caméras est dingue pour gagner en efficacité. L'œil humain, on le sait, ne voit qu'une toute petite partie du spectre lumineux. Mais quand une plante commence à tomber malade ou manque d'eau, sa production de chlorophylle change. Et ça modifie la façon dont elle réfléchit la lumière, c'est ça? Exactement, surtout dans le proche infrarouge. La caméra du drone va capter cette anomalie spectrale des jours, voire des semaines avant que l'œil de l'agriculteur ne puisse voir la feuille jaunir. C'est fou. L'IA analyse l'image, géolocalise la zone en souffrance au centimètre près et crée une carte d'application. Et donc le tracteur ou le robot, il va appliquer le traitement ou l'eau uniquement sur ces quelques mètres carrés.
Seulement là où c'est nécessaire. Fini l'arrosage ou les pesticides sur l'intégralité du champ juste en prévention. C'est une révolution. Et la traque au gaspillage, elle s'arrête pas au champ. Il y a un chiffre dans le document qui m'a scotché. 30% de la production mondiale est perdue ou gaspillée. Un tiers de ce qui pousse, et donc un tiers de l'eau utilisée pour ça, finit à la poubelle ou pourrit dans un silo. C'est un gâchis monumental. Et c'est pour ça que l'IA est aussi déployée dans le stockage. Pour faire de la surveillance prédictive, ouais. Stocker du grain dans un immense silo, c'est super complexe au niveau thermodynamique. La moindre variation d'humidité avec un petit coup de chaud, et boum, tu as des mycotoxines ou des insectes qui se développent de façon exponentielle. Et tu perds des milliers de tonnes en quelques jours. C'est ça, donc on place des réseaux de sondes thermométriques connectés. L'IA détecte les toutes petites variations anormales, elle modélise comment ça va se propager et elle déclenche une ventilation hyper ciblée pour refroidir juste cette zone-là avant même que ça ne pourrisse. Et il faut bien réaliser que tout ça, c'est pas de la science-fiction lointaine. C'est déjà là. En France, la source mentionne 380 000 exploitations connectées. Il y a des flottes de robots agricoles autonomes qui naviguent entre les rangs 24 heures sur 24. Ce qui pallie d'ailleurs le manque de main-d'œuvre et évite de tasser les sols avec de gros tracteurs lourds, tu vois, on y revient. La boucle est bouclée. Bon, présenté comme ça a l'air d'être la solution parfaite, immaculée. Mais on aborde là un point crucial, l'immense ironie environnementale de la conférence. Le côté pile et face de l'IA. Et oui, c'est le grand paradoxe. Parce que ces algorithmes magnifiques qui optimisent nos champs, ils flottent pas par magie dans l'air. Ils tournent sur des serveurs, dans des data centers gigantesques. Et cette infrastructure physique, elle pose un énorme problème. Entraîner des modèles d'IA complexes, traiter des millions d'images satellites, ça demande une puissance de calcul faramineuse et ça dégage une chaleur extrême. Et comment on empêche ces serveurs de fondre? On les refroidit, avec de l'eau. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, non? On déploie une intelligence ultra puissante pour sauver l'eau des champs, mais elle a besoin de quantités astronomiques d'eau pour se refroidir elle-même. C'est exactement ça. Ils utilisent souvent des tours de refroidissement évaporatif. Concrètement, on pulvérise de l'eau douce, de très haute qualité, sur un flux d'air chaud. L'eau s'évapore, absorbe la chaleur des serveurs et s'en va dans l'atmosphère. Donc c'est de l'eau qui est définitivement consommée et enlevée des bassins versants locaux. Voilà. Résoudre la crise de l'eau agricole avec un outil qui assèche d'un autre côté les réserves d'eau potable, ça crée une boucle de rétroaction négative que la tech a beaucoup de mal à résoudre pour l'instant. C'est fou. Et c'est justement pour réguler ça que la Commission française de l'intelligence artificielle propose des garde-fous très précis, de manière assez neutre d'ailleurs. Il parle de gouvernance publique mondiale. Il y a cette idée du mécanisme de solidarité 1% IA. Ah oui, une proposition très intéressante. L'idée, c'est que les géants de la tech et les nations riches s'engageraient à allouer 1% de leur immense puissance de calcul aux pays en voie de développement. Ce qui fait sens quand on repense à notre carte démographique du début. L'Afrique va doubler sa population d'ici 2050, dans des zones où le stress hydrique est déjà là au quotidien. Et où, souvent, il n'y a même pas les infrastructures de base pour mesurer la météo. Si ces algorithmes d'optimisation agronomique restent le privilège exclusif du Nord, de ceux qui peuvent se payer les data centers, l'outil censé sauver la sécurité alimentaire mondiale va juste creuser les inégalités. C'est clair, ça rendrait les pays du Sud totalement vulnérables au choc climatique. Partager ce 1% de puissance, ça permettrait un accès à des analyses de données vitales qui peuvent littéralement éviter des famines. La technologie est neutre à la base, mais son usage dictera la suite des événements. D'ailleurs, la conférencière alerte sur un biais cognitif super dangereux, le risque de divinisation de la technologie. Oh oui, la tentation de faire une confiance aveugle à la machine. Voilà. Se dire « l'application me dit d'arroser, donc j'arrose ». Sans réfléchir. Le texte insiste vachement là-dessus. L'algorithme, ça doit rester un oracle, un outil d'aide à la décision. Faut que l'agriculteur garde son esprit critique. C'est vital. Faut continuer d'aller dans le champ, de toucher la terre, de confronter la data à la réalité biologique. Si on délègue tout le jugement au système automatisé, on risque de perdre complètement le savoir empirique. La machine n'a pas le bon sens paysan, quoi. Exactement. L'IA est géniale pour traiter les variables multiples, mais elle n'a pas la perception globale du terrain. Un capteur peut te dire le taux d'humidité est parfait, mais l'agriculteur, lui, il va voir qu'il y a un certain type d'insecte inhabituel ou sentir qu'une météo bizarre approche que le modèle standard n'a pas anticipé. La machine calcule, l'humain décide. C'est ça. C'est cette friction entre le modèle théorique et l'intuition de l'expérience qui rend le système résilient.
Mais au fond, qu'est-ce que tout ça signifie? C'est cette connexion au vivant qui amène la source vers un virage que j'ai trouvé fabuleux. On passe brutalement du pilotage de drones géolocalisés à de la poésie pure. Ah, le passage sur Gaston Bachelard. Oui, l'auteur cite l'eau et les rêves. C'est fou comme grand écart, non? C'est surprenant, mais tellement nécessaire. Si on veut construire une vision à long terme, on ne peut pas juste voir l'eau comme la formule chimique H2O ou une simple ligne de coût dans un fichier Excel. Sinon, on a déjà perdu la bataille idéologique. Exactement. Bachelard explique que l'eau, c'est une matière fuyante, insaisissable. C'est la métaphore de notre existence. Il parle de cette attirance viscérale qu'on a tous pour l'eau verte et claire. L'incapacité qu'on a de s'asseoir près d'un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde. C'est presque spirituel, en fait. Faut préserver notre imaginaire lié à l'eau. Parce que si l'humanité ne voit plus l'eau que comme un fluide utilitaire pour faire tourner des turbines ou gonfler des tomates, on n'aura plus aucune volonté politique de protéger les écosystèmes complexes. Les zones humides, par exemple, qui produisent rien de mesurable économiquement, on les détruira si on perd ce respect. C'est le mariage parfait entre la data ultra froide et le vivant ultra sensible. La vraie solution, selon la conférence, c'est pas le retour aux bougies, ni le tout rebond, c'est la création de solutions hybrides. Mettre l'IA au service des techniques ancestrales. C'est passionnant. J'adore cette idée. Par exemple, utiliser l'analyse topographique au laser depuis l'espace, juste pour trouver l'endroit exact où creuser des baissières, tu sais, ces fossés traditionnels à flanc de colline pour stopper le ruissellement. Ou utiliser la data pour savoir où replanter précisément un bocage de haies ancienne qui va freiner le vent et retenir l'humidité. La haute technologie au service de la sagesse paysanne millénaire. Et ça marche parce qu'il n'y a pas de remède universel. Un système d'irrigation par IA sera super pour les immenses plaines céréalières en Europe, mais complètement inutile pour des cultures en terrasse en Asie. Ou pour de l'agroforesterie en zone tropicale, ouais. Dans ces cas-là, l'IA va pas piloter des tuyaux d'arrosage. Elle va modéliser comment des dizaines de plantes différentes interagissent ensemble, comment elles partagent la lumière, l'humidité du sol. Pour créer des systèmes agricoles qui imitent carrément une forêt spontanée. C'est brillant. Bon, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, pour conclure. La population explose. L'eau douce est un trésor incroyablement rare et l'agriculture en est la principale gardienne. L'IA nous offre des capacités d'analyse surhumaine, de la graine jusqu'au silo de stockage. Mais on l'a vu, c'est une puissance qui vient avec son propre fardeau écologique. Ça demande une vraie régulation politique pour pas que l'IA boive l'eau qu'elle est censée économiser. Et surtout, la solution finale réside vraiment dans l'alliance entre cette tech et le respect du cycle naturel. La prochaine fois que les personnes qui nous écoutent croiseront un champ irrigué en plein mois d'août ou un drone au-dessus des cultures, je pense qu'elles verront au-delà du cliché. Il y a un réseau invisible et d'une complexité ahurissante qui maintient tout ça en vie. C'est bien plus profond qu'il n'y paraît. Mais tout ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice, pour prolonger tout ce qu'on vient de dire. Si aujourd'hui on entraîne nos IA les plus puissantes à redécouvrir et appliquer nos techniques agricoles ancestrales, que se passera-t-il le jour où le climat aura tellement muté que même le passé n'aura plus rien à nous apprendre? C'est une sacrée question. Est-ce que la machine devra inventer de toutes pièces de nouvelles traditions purement synthétiques pour les générations futures? Des méthodes que l'esprit humain n'aurait jamais conçues seul. C'est une perspective un peu vertigineuse sur laquelle on va vous laisser réfléchir. Merci pour votre écoute attentive aujourd'hui. Franchement, explorer ces mécanismes, ça pousse à questionner en profondeur nos certitudes. Restez curieux et continuez d'analyser le monde qui vous entoure. À la prochaine et continuez à chercher ce qui se cache derrière l'évidence. Salut!